Alors, l'immobilier qui est resté en forte hausse au premier trimestre. Bonjour Jean-Marc Torolion. Bonjour. Président de la FNAIM. Bon, on a eu les chiffres notaires INSEE hier qui montrent donc que l'emballement des prix est toujours là quand on voit les prix au mètre carré, plus 7,3% pour l'ensemble de la France. Donc non, n'en déplaise aux Cassandres et aux oiseaux de mauvais augure, le marché immobilier ne s'est pas retourné, ne s'écroule pas, bien au contraire. Effectivement, nous-mêmes, nous avons des chiffres au 30 avril et la hausse est confirmée à plus 7,9% France entière. Voilà. Néanmoins, il faut remarquer quelques petites choses. La première, c'est que on a des premières baisses de prix dans certaines grandes métropoles, par exemple Lille, Marseille. On a quand même Paris qui aujourd'hui est aussi très flat en termes de prix. Et quand on regarde dans le détail de ces augmentations, on s'aperçoit que les augmentations les plus fortes restent sur des villes moyennes. Ça peut être Brest, ça peut être Tours, ça peut être Poitiers, ça peut être Angers, Nancy, la façade atlantique, comme aussi La Rochelle. Mais en revanche, sur les grandes métropoles régionales, on a une asymptote. On sent que les prix plafonnent maintenant. Donc voilà un petit peu le paysage tel qu'il est aujourd'hui, avec une dynamique d'activité, parce que ça compte aussi, qui est plutôt correct. Un nombre de transactions qui se serait, selon encore une fois les notaires, stabilisé à un niveau historique. On serait toujours à fin mars sur 1,2 million de transactions en rythme annualisé. Oui, c'est historique. Hein. C'est historique et ça fait du marché. Il n'y a pas d'essoufflement, il n'y a pas de fléchissement. Alors, moi, d'abord, ça fait du marché français un des marchés les plus dynamiques d'Europe, juste après celui des Britanniques. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment une particularité française. Néanmoins, notre sentiment, c'est que nous allons, fin d'année 2022, vraisemblablement perdre 10 à 15% en volume. Pourquoi ? Parce qu'on sent, malgré tout, maintenant, un essoufflement un petit peu de nos acquéreurs, une forme d'attentisme. Depuis quand ? On le sent depuis début mai. Ah oui, donc c'est très frais. Ouais. Depuis début mai. Donc c'est difficile de tirer une conclusion, mais quand je discute avec les grands réseaux de franchise, quand je discute avec mes adhérents, le sentiment général, c'est que quand même il y a une forme d'attentisme. On prépare un événement, une conférence de presse à la fin juin. On sait déjà, par exemple, que nos acquéreurs ont moins d'appétence. Bon, ça c'est intéressant. Et c'est vrai que c'est le problème des données des notaires, c'est qu'ils sont établis sur les ventes définitives et donc ça reflète les tendances du marché de manière un petit peu retardée. Et c'est vrai que la poussée de l'inflation, le problème sur le pouvoir d'achat, la guerre en Ukraine ne sont pas visibles encore dans les chiffres. Donc il n'y a que le ressenti du terrain et des visites ou des appels. On a, sans tout vous dévoiler, mais on a déjà interrogé nos acquéreurs pour savoir si Ukraine et inflation étaient de nature à remettre en question... Et hausse de taux. Et hausse de taux, étaient de nature à remettre en question leur projet. La réponse est oui pour 40%. Quand même, non pas de les remettre en les abandonnant, mais je pense qu'il va y avoir un attentisme. Pour certains vendeurs, en revanche, l'idée c'est plutôt d'accélérer la mise en vente en profitant d'un marché qui est encore dynamique et dont pour les vendeurs, hein, dont les prix sont plutôt intéressants. Donc on sent aussi que les primo-accédants marque le pas, et ça nettement, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les banques exigent des taux d'apport qui commencent à être importants, entre 16 et 20% en moyenne. Les taux d'intérêt ont tendance à les freiner et à les désolvabiliser un petit peu. Et on le voit parce que notre population de locataires, par exemple, on a moins de départs de locataires. Or, on sait que les primo-accédants viennent du parc privé locatif. Oui. Ce sont des petits signes qui marquent un infléchissement, à mon avis, de la conjoncture. Donc on est en train de vivre en ce moment, selon vous, un retournement du marché immobilier ? Oui, alors, quand on dit retournement, on se dit j'ai entendu parler de bulle immobilière. Non, pas du tout. Je pense que on a une dynamique qui sera beaucoup moins forte, et je pense qu'on 15 ou 20% de baisse de transactions sur l'ensemble de l'année, ou en partant du point où on est aujourd'hui ? Sur l'ensemble de l'année, ça ferait 1 million 50 000 transactions. Oui, donc ça fait 15% de moins. Ça reste quand même... Ça reste une très belle année. Ah oui. Souvenons-nous simplement qu'en 2018, on avait 750 000 transactions. Ouais. Donc c'est un retour sur Terre. Donc voilà, Avec quel effet sur les prix, pour le coup Eh bien, tout va dépendre du facteur d'équilibre entre offre et demande. C'est-à-dire que
Encore une fois, il y a les biens manquent. Voilà, il y a la dynamique du marché et il y a les biens disponibles. Or, on a toujours une baisse de l'offre disponible. Toujours. On n'a pas constaté sur nos sites internet une hausse de l'offre. Sur 12 mois glissants, on a perdu 11% d'offres. Donc, ça veut dire peut-être moins de vendeurs aussi, parce que les gens se disent, bon, on attend un petit peu avant de mettre notre projet de vente pour acheter. Ça peut être aussi le fait que le marché reste toujours dynamique et l'offre tourne très vite. Donc, tout va dépendre de cet équilibre entre offre et demande, et puis malgré tout d'un effet ciseau que l'on pourrait constater entre des taux d'intérêt qui participent à une désolvabilisation et par conséquent des niveaux de prix qui sont plus en rapport avec la clientèle en situation d'acquérir. Donc ça, c'est des choses que l'on connaît bien, que l'on observe. L'enjeu pour nous est naturellement d'amener très vite les vendeurs là où se situe le marché s'ils entendent acheter. Je lisais que les maisons sont toujours plus demandées que les appartements. On a des hausses de prix de 9,2% pour les maisons, c'est une moyenne évidemment en France, 4,7%, 2 fois moins pour les appartements. On est toujours dans l'effet 59% de nos transactions, c'est les maisons. Ouais. Et n'oublions pas que quasiment 60% des Français vivent en maison individuelle. Voilà, mais ça a augmenté post-Covid, dans la foulée du Covid. Oui, la demande, oui. Ce qu'on a constaté, on a fait des constats très intéressants. On a observé l'attitude du marché 18 mois avant le premier confinement et 18 mois après le premier confinement, pour se situer au 31 décembre 2021. Vous aviez à Paris une hausse de prix de 13% 18 mois avant, elle a été de 0,9% 18 mois après, mais surtout, là où on constatait des hausses de prix de 5 à 7% dans les villes moyennes ou en milieu rural, 18 mois après, on était à des hausses à 2 chiffres, entre 11 et 12%. Voilà. Donc, tout est résumé là. Donc voilà, l'effet Covid, on l'a senti à plein. Les 28 000 communes rurales de France, au sens INSEE du terme, ont connu une très forte dynamique. Toujours, et on la constate toujours aujourd'hui, de manière spontanée comme ça, là, au mois de mai, juin. Nos 100 premières villes moyennes ont connu une très forte dynamique. La périphérie des grandes villes a connu une très forte dynamique par rapport aux villes-centres. Et je ne vous parle pas des villes balnéaires ou des stations de montagne ou du marché de la résidence secondaire. Donc, si on regarde dans le projecteur, incontestablement, il y a eu un marché qui a voté, et qui a voté ruralité et ville moyenne. Ouais. Et maisons individuelles. Et qui semble, encore une fois, perdurer. On n'est pas sur un effet de conjoncturel. Alors, j'étais hier, justement, au MEDEF, où on discutait... Qu'est-ce que vous faisiez au MEDEF? Je suis membre du comité exécutif du MEDEF, donc on avait une discussion spécifique sur le logement, justement, et je faisais remarquer que le lien emploi-domicile avait quand même pris un petit peu de plomb dans l'aile par rapport à ce qu'on a constaté aujourd'hui, où avec l'effet télétravail, tout en ne le surdimensionne pas, il ne faut pas le surdimensionner parce que ça ne concerne qu'une catégorie de Français, mais entre effectivement le télétravail, l'aspiration quand même à un cadre paisible, à une sécurité, n'oublions pas qu'un des facteurs, un des grands facteurs de choix dans le logement, c'est quand même la sécurité et le caractère paisible de l'environnement, eh bien, on voit que finalement ce cadre-là prend le pas sur la proximité travail. Ça risque d'être fortement contrarié par la hausse du coût d'énergie, mais je pense que les cartes sont en train d'être rebattues. Bon, donc on se dit que 2022, année de transition, année de retour sur Terre un petit peu, parce que baisse de transactions autour d'1 million de transactions, mais ce qui reste une belle année, et en même temps, ces hausses de taux, en même temps, le problème du pouvoir d'achat, le moral des ménages qui est en berne, l'inflation, et donc des conditions qui sont réunies pour que les prix s'assagissent. Je pense que les prix vont s'assagir effectivement. N'oublions pas quand même que l'immobilier reste un excellent refuge contre l'inflation. Et donc, comment est-ce qu'on l'explique? C'est un truc qu'on entend, qui nous est répété comme un mantra, mais comment on le justifie d'un point de vue économique? Écoutez, je pense que c'est quelque chose de très tangible, c'est une valeur de rendement, c'est une valeur transmissible, c'est une valeur également affective pour les Français. Donc, je dirais, voilà, ça fait partie de ces valeurs qui ont démontré cette résistance à l'érosion des prix au fil du temps, au regard quand même aussi du fait qu'on reste sur quelque chose de très primaire en besoin et qui traverse, j'allais dire, les affres de l'économie. Bon. Mais nous avons quand même un enjeu important, c'est la rénovation énergétique. Ouais. Et ce qu'on ne mesure pas,
Et c'est l'effet de la loi climat et résilience qui va demain interdire à la location 25% du parc, des biens classés F et G. Et cette valeur verte, que j'appelle verte en tout cas, l'impact économique de ces mesures-là va être réel. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore mesurées. C'est-à-dire quel impact économique? À partir du moment où vous êtes un investisseur, où vous êtes propriétaire d'un bien dont vous savez que malgré le fait qu'il soit décent, il ne sera plus éligible à la location, vous perdez quand même. Ah oui, il y a quand même un problème. Et dans ce cas, on fait les travaux. Dans ce cas, il va falloir faire les travaux. Sauf que le calendrier est très court et je souhaite, moi, renégocier ce calendrier qui est incompatible avec le pouvoir d'achat des Français. Bon, et puisqu'il y a des négociations, il y en a aussi à Bercy. Vous serez à Bercy, Jean-Marc Torolion, tout à l'heure, pour cette question du gel des loyers. Elle n'est pas favorable, Elisabeth Borne. Non, elle a raison, parce que je pense que c'est un moment... D'abord, n'oublions pas que les loyers pour nos bailleurs servent à rembourser des prêts, servent aussi à alimenter... Vous voyez Bruno Le Maire tout à l'heure là-dessus? Oui, Bruno Le Maire et Amélie de Montchalin. Ouais. Et également pour les retraités, c'est souvent des revenus complémentaires. On va demander un effort de rénovation très important. Je comprends que cette hausse de 48%, le dernier indice IRL, celui sur lequel est indexé trimestriellement un certain nombre de baux, et on prévoit 3,5 à 4% pour celui qui va arriver au 30 juin. Je comprends que ça préoccupe le gouvernement en termes de pouvoir d'achat, mais je ne souhaite pas que les propriétaires fassent là, vous défendez les propriétaires. Les frais. Donc là, je vais les défendre, mais nous avons des solutions. Vous pensez qu'il y a un Français sur deux qui n'est pas propriétaire, quand même? 57% des Français sont propriétaires, mais c'est surtout qu'on a malgré tout 7 300 000 logements à la location et qu'on a des locataires qui sont soucieux de leur pouvoir d'achat, d'autant que les charges ont augmenté. Donc on a des solutions. On a deux solutions, soit d'avoir un effet d'amortissement en modifiant la façon dont on calcule l'augmentation, en prenant la moyenne des IRL plutôt que l'IRL qui est la moyenne de l'inflation. Donc ça lisserait sur le temps, voire le caper un certain temps, mais toute la difficulté de ce genre d'opération, c'est de savoir comment on en sort. Et donc, nous avons là aussi des solutions. Nous souhaitons pouvoir en sortir librement dès lors que le bien se libère. Donc, on va essayer d'amener des solutions pour qu'à la fois intérêt des bailleurs légitimes, souci des locataires tout aussi légitimes, et un gouvernement qui, je crois, ne veut pas trop mettre la main à la poche là-dessus, parce qu'il y a aussi l'APL qui pourrait être revue. Donc il y a une voie de passage. Il y a une voie de passage. Bon, très bien. Merci en tout cas de passer nous voir. Jean-Marc Torolion, le président de l'AFNAIM. Merci, au revoir.